Bonjour à toutes et à tous. Ce colloque sur la pensée de l'après-guerre est l'un des deux grands événements scientifiques que nous organisons chaque année. Ce sont généralement des colloques franco-japonais, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci, puisque c'est un colloque beaucoup plus international. Nous accueillons notamment des collègues qui viennent de Suisse, qui viennent également de Corée. J'ai le très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre colloque consacré à la pensée japonaise d'après-guerre. Avec le professeur Miura, nous avions envie de revenir sur ces penseurs de l'après-guerre. La question, c'était pourquoi et surtout, comment faire dialoguer sur ce sujet des chercheurs venus d'horizons assez différents. Au fil de nos discussions, il nous est apparu que d'un côté, le franco-suisse parfaitement japonisé que je suis et le japonais qui est très attaché aux penseurs de son pays, que cache Miura sous ses airs d'intellectuel français, chacun d'entre nous ne trouverait pas forcément le même sens dans cette aventure. Et a fortiori, nos collègues japonais, coréens, français et suisses qui nous ont fait le plaisir de venir et de répondre à notre appel. De mon côté, mes références au Japon étaient résolument postmodernes, du côté de Karatani Kojin, Komori Yoichi, etc. Et en côtoyant le professeur Miura, j'ai découvert combien sa génération devait à l'œuvre de gens comme Maruyama Masao, Kato Shuichi, par exemple, et surtout à quel point ces penseurs de la gauche libérale, dits modernistes, comment ces penseurs avaient contribué à façonner les discours de l'après-guerre. Ce n'était pas sans raison, évidemment, parce qu'à côté des penseurs de la gauche marxiste, leur impact a été vraiment majeur, surtout de l'occupation américaine jusqu'aux années 60. Ils ont cherché à analyser les causes de la dérive militariste du système impérial, ce qu'on appelle le Tenno-se, en l'attribuant à diverses causes, dérive, une faiblesse de la société civile, une mue incomplète depuis l'Ancien Régime, un manque de liberté individuelle. Et le nouveau départ donné par les autorités d'occupation et les mesures qui ont été prises en vue de la démilitarisation et la démocratisation du Japon aurait dû être, à leurs yeux, l'occasion d'achever enfin cette modernisation qu'ils avaient jugée incomplète, un peu bancale. Évidemment, cette vision des choses avait ses limites et on leur a reproché par la suite leur élitisme intellectuel, leur individualisme au dépit de la vie communautaire, leur occidentalisme un peu coupé des traditions indigènes. Ils s'étaient en effet montés peu ouverts à certaines problématiques, peu enclins par exemple à embrasser la vision des masses populaires, des femmes, à penser la place du Japon en Asie, parmi d'autres choses. Et il est indéniable qu'à partir des années 60, l'importance de ces penseurs modernistes a diminué sensiblement. Et puis, divers courants postmodernes ont fini par les marginaliser davantage. Il n'empêche que certaines orientations fortes qui ont été décidées au lendemain de la guerre ont été défendues par cette première génération d'intellectuels. Et c'est là, je crois, que se situait pour le professeur Miura et les gens de sa génération un des enjeux de ce colloque, c'est-à-dire transmettre cet héritage, transmettre une connaissance critique de l'œuvre de ces penseurs-là. Donc, de nombreux collègues japonais ont cordialement accepté de répondre à notre appel. Certains sont des vétérans, si j'ose dire, qui sont impliqués dans la rédaction de synthèses, d'anthologies sur la pensée d'après-guerre. Il y a aussi des chercheurs plus jeunes qui abordent cette période avec un autre vécu, avec d'autres problématiques. Et donc, cette confrontation des générations va être un enjeu important du colloque. Et puis, nous sommes aussi très heureux d'avoir la participation de collègues coréennes. Ce sera l'occasion de replacer le Japon d'après-guerre dans une perspective asiatique. Cette perspective qui, justement, a fait défaut souvent aux penseurs dont nous allons parler aujourd'hui et demain. Du côté francophone, il faut dire qu'on partait d'un peu plus loin.
il fallait se rendre à l'évidence. Dans la plupart des cas, la pensée de ces grands intellectuels entre les années 45 et 60 reste totalement hors de portée de ceux qui ne peuvent pas lire en langue originale. En Europe, très sommairement, mais le Japon d'après-guerre se résume souvent à quelques images fortes. Les bombardements atomiques, le procès de Tokyo, la constitution pacifique. On s'inquiète invariablement chaque fois que surgissent des problèmes endémiques autour des visites au sanctuaire Yasukuni, autour des manuels scolaires, autour des projets de révision de la Constitution. On compare souvent, un peu hâtivement, la trajectoire du Japon avec celle de ses alliés d'hier, dans la plupart des cas de l'Allemagne. On s'indigne, faute de connaissances précises, que ce Japon n'aurait pas accompli son devoir de mémoire. On ne cherche pas toujours à comprendre beaucoup plus en profondeur. Et ça montre surtout qu'on confond souvent les positions de certains politiciens avec celles de la majeure partie du monde académique ou de l'opinion publique. Mais aussi et surtout qu'on connaît mal finalement en Europe le travail des intellectuels japonais qui, dès le lendemain de la guerre, se sont pourtant attaqués à un certain nombre de questions de fond. Le problème tient évidemment en partie au manque de références en langue occidentale, c'est particulièrement vrai pour le français. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent, ici même, il y a un an, à la Maison franco-japonaise, nous avons tenu un colloque sur la traduction, la situation de la traduction en France et au Japon, et nous avions fait comme bilan un peu qu'il y avait encore des lacunes énormes du côté français dans le domaine des traductions en sciences humaines et sociales. C'est un peu ce défi qu'a décidé de relever il y a quelques années des chercheurs de l'Université de Genève, traduire, présenter les textes de grands penseurs japonais, de l'après-guerre en particulier. Donc aujourd'hui, plusieurs de ces chercheurs sont là, dont le professeur Suiri, qui va nous parler tout à l'heure plus en détail de ce projet. Et nous saluons aussi la présence de Michael Luken, d'Anne Bayard-Sakai, professeur à l'INALCO. Pour tous les japonologues francophones qui s'intéressent à l'après-guerre, on connaît très bien le volume qu'ils ont coédité il y a quelques années, en 2007, c'était, qui s'appelle Le Japon après la guerre, et qui a été traduit il y a peu en anglais, sous le titre Japan's Post-War. Et pour moi, c'est très important parce que c'est une preuve que la recherche francophone peut aussi apporter une contribution dans un secteur qu'on sait en Occident largement dominé par l'historiographie américaine. Plus long, nous sommes donc réunis aujourd'hui à la Maison franco-japonaise. Chacun arrive de lieux différents, avec des parcours intellectuels différents, et tout le monde a la même envie de revenir sur quelques-unes de ces grandes figures qui ont animé les débats d'après-guerre, et donc que ces penseurs soient inconnus, méconnus, oubliés, à découvrir ou redécouvrir. Ils méritaient bien, je crois, notre examen rétrospectif. でまずこのシンポジウムのタイトルですけれども、戦後70年を問う戦後思想の光と影としましたけれども、まずその戦後とは何か、それから戦後思想とは何か、それから戦後思想の光と影とは何かについて順を追ってご説明します。まず戦後70年は日本の戦後70年です。と言いますのは、フランス語でアプレゲールというと、1945年5月に第二次大戦が終わって、でその後間もなく冷戦が始まりますね。その間の短い期間、イメディア・アプレゲールを指すことが普通です。したがって1962年に終わったアルジェリア戦争の後、戦後、ましてや1989年11月のベルリンの壁崩壊の後の冷戦後、この時期までをフランス語では戦後とは言いません。それに対し日本では戦後はいつ終わったのか、あるいはまだ戦後なのか、戦後レジームからの脱却ということを掲げた政権が今いますけれども、まだ戦後なのかどうかという問題、あたかも新しい戦争が始まるまでは戦後が続いているかのように、戦後50年、戦後60年が語られ、
今年は戦後70年を迎えるわけです。で、今回のシンポジウムで一番若い論者は、永続敗戦論という、とてもいい本を書いた白井聡さんですけれども、で、白井聡さんは父親の年代の内田達さん、私よりちょっとだけ下ですけども、もう65ぐらいの方ですよね。で、2人で、日本戦後史論という本を今年の初めに出して、もう何釣りも版を重ねて、ベストセラーになってるんじゃないかと思うんですけれども、その白井さん、最も若い世代の白井さんに、このシンポジウムの最後、明日の最後のセッションで、この登壇していただきます。そして、敗戦を敗戦として認めず、対米従属を引きずってきた日本の戦後に、ピリオドを打つような総括をしていただく予定です。しかし、このシンポジウムは、戦後史をテーマとするのではなくて、戦後思想の批判的継承を主題としています。で、ここで戦後思想とは、敗戦と占領期を経て、1960年の安保闘争に至るまでに、天皇制ファシズムの分析と、15年戦争への深い反省から出発して、新憲法を柱とする戦後民主主義を構築すべく努力した進歩的知識人たちを念頭に置いています。で、実は戦後民主主義という表現が登場するのは1960年代に入ってからなんですね。で、私の場合には1964年に千曲書房から現代日本思想体系の一冊として日高六郎が編んだアンソロジー、近代主義っていうアンソロジーが出ています。これは私にとってのバイブルです。で、戦後民主主義と、それから戦後啓蒙、リュミエールですね、戦後啓蒙と、それからこの近代主義、これは私の中でほぼ重なります。戦後思想をリードしたのは、マルクス主義者と、それから丸山正夫や大塚久夫によって代表される近代主義と呼ばれる傾向、ゴッシュ・モデルニスト、あるいはゴッシュ・リベラル、ノンマークシスト・メ・プログレシストね、これ近代主義、と呼んでいます。この2つの傾向があったというふうに思います。で、フランスの戦後思想、フランスにも戦後思想もちろんあるわけですが、フランスの戦後思想をリードしたのはたくさんの思想家がいますけれども、あえて単純化すると、ジャンポール・サルトルと、もう一人はリベラル保守のレモン・アロンです。だと思います。で、しかし、戦後の日本に圧倒的影響力を持ったのは、マルクス主義のことを知識人のアヘンだというふうに呼んだレモン・アロンではなく、マルクス主義を現代の乗り越え不能の地平、オリゾン・フィロソフィック・アンデパッサーブル・ドゥ・ノトル・タンと呼んだサルトルの方でした。で、サルトルの影響は、日本でもベトナム反戦運動が盛り上がりを見せていた1966年秋の来日、これでサルトルの日本における影響は頂点に達したと思います。で、この時は加藤修一をはじめ、私の恩師で渡積世代のフランス文学者平井圭氏から広島ノートを出したばかりの大江健三郎まで何人かの日本の知識人とサルトルは対話を重ねました。で、その中で最も若い世代でサルトルとの対話に参加したのが、大江さんと東大仏文で同期だったこちらにいらっしゃる海老坂武さんです。で、今回海老坂さんに基調講演をお願いしたのは、サルトル研究者だからというだけではなく、膨大な著作リストの中に、戦後、仏文の学生にとって重要なレフェランスだった森有正と加藤修一を論じた戦後思想の模索という本があります。それからまた10歳で、これからお話になると思いますけれども、国民学校5年生で終戦を迎えた、あるいは敗戦を迎えた少年が、やがて大学に入り、で、
このアルジェリア戦争が終わらないうちにない頃、アルジェリア戦争の頃、フランス留学するんですね、海老坂さんは。そこまでの海老坂さんの青春を日本の戦後の青春と重ね合わせて描いた自伝の一作目を、戦後が若かった頃というタイトルを付している。したがって戦後とそれから戦後思想を身をもって生きた、最後の近代主義者というふうに私は見てるんですけれども、そういう資格において海老坂さんを基調講演者としてお招きしたわけです。もう一個だけ付け加えますと、海老坂さんは敗戦から沖縄返還は1972年ですね。その頃までに出版された日本の戦後文学の20冊を選んで、戦後文学は生きているという講談写真書を出しており、要するに戦後というものが海老坂さんにとっていかに、強い意味を持っているかということを明らかにしていると思います。じゃあここから長くなって恐縮ですが、海老坂さんの基調講演をいただきます。